En 2005, j'ai rencontré Marc Flaster, hein, qui va changer un petit peu tout le cours de ma vie. Et Marc a l'idée potentiellement de faire des acrobranches en Australie parce que ça n'existe pas. Mais en 2021, quand on vend, voilà, on a 15 parcs, plus le centre au Canada. On fait à peu près 500 000 visiteurs par an avec un chiffre d'affaires qui devait tourner autour voilà, des 15-16 millions de dollars. J'étais toujours très ambitieux et je voulais en ouvrir 30 des parcs. En moyenne, les parcs qui marchaient le moins bien, on était entre 15 et 20% de marge. Mais il y avait certains parcs qui cartonnaient, on était plein tout le temps, on n'était pas loin des 50% de marge. Donc ça dépend vraiment de ta masse critique. Mais en moyenne, sur l'ensemble du groupe, on était autour des 35%. De marge d'EBITDA. Ouais. Et le multiple d'EBITDA sur la session, est-ce que celui-là est confidentiel, pas confidentiel? En gros, il était autour de fois. Aujourd'hui, je sais qu'en France, la tendance est plutôt à ce que les petits stand-alone dans des endroits un peu perdus vont péricliter et les sites multi-activités vont prendre de l'ampleur. Il y a beaucoup de dirigeants dans le secteur des loisirs qui viennent à devenir esclaves de leur activité. Pour nous, la sécurité, c'était très important et ça s'est concrétisé par le fait qu'on était un des premiers clients Ligne de vie continue. de ligne de vie continue. Quand tu essayes de faire plaisir, tu te retrouves avec des clients mécontents. Sur la fin, on était à presque 90% de ventes en ligne. La moitié de nos sites, notamment ceux en urbain, on était plein 3-4 jours avant, même quand la météo était mauvaise. J'ai également vu un premier parc en France commencer à proposer une assurance annulation. Si je rachetais, il fallait que je rembourse mon investissement entre 3 et 5 ans. Si c'était trop élevé, je ne le prenais pas. J'étais au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Et ça n'arrive pas tout le temps. Quand on est un entrepreneur, on assume les échecs tout seul, mais les réussites, elles se font toujours en équipe. Voilà, il n'y a pas forcément de bonnes ou de mauvaises situations. En gros, c'est avec Obélix. Deuxième. Hello Nico. Salut Ben. Merci d'avoir répondu présent à mon invitation. Avec plaisir. On a ensemble un petit peu moins de 30 minutes pour échanger sur le secteur des loisirs et plus particulièrement le secteur des loisirs outdoor, parc acrobranche, paintball, escalade, etc., mais vraiment avoir une approche beaucoup plus outdoor, puisque tu nous expliqueras d'où est-ce que tu viens. Ça marche. De mon côté, pour rapidement me présenter, Benjamin Gaoui, cofondateur de Toug, plateforme de réservation d'activités loisirs, et PlayPro, logiciel métier, tout en un pour gérer toute son activité. Bref, mettons de côté cette partie-là pour se consacrer à Nicolas Danzin. Nicolas, j'ai fait quelques petites recherches. Dis-moi si c'est bon ou si c'est pas bon. Tu es l'ex-cofondateur de Treetops Adventure, une quinzaine de parcs acrobranches en Australie, 500 000 visiteurs, 400 salariés, et que tu as revendu et tu es actuellement actionnaire d'un centre Clip and Climb à Vancouver, au Canada. C'est ça. C'est ça? C'est ça. D'où est-ce que tu viens? Tu es originaire d'Australie? Alors, non, moi, je suis né, j'ai grandi en région parisienne, dans le Val d'Oise exactement, à Taverny, donc une petite ville coincée entre Cergy-Pontoise et Argenteuil, en gros. J'ai grandi là-bas jusqu'à mes 24-25 ans et à 26 ans, je suis parti donc en Australie. Moi, mon parcours à la base, c'était surtout dans le sport, hein. Moi, je faisais beaucoup d'acrobatie et de l'escalade un petit peu plus tard. Vers mes 15-16 ans, j'ai commencé l'escalade et je suis vraiment tombé amoureux de cette pratique, hein. J'ai jamais été très fort, mais j'adorais m'évader, partir, aller grimper, et cetera. Et ensuite, j'ai fait des études pour devenir prof d'EPS à Nanterre. Voilà. Ensuite, j'ai eu ma licence et à 21 ans, bon, le concours de prof de PS était un peu trop dur pour moi. Donc finalement, j'ai passé un BE escalade et puis j'ai commencé à travailler avec ça. Euh, Ensuite, j'ai travaillé pour l'UCPA. J'ai aussi travaillé pour Défi Sport, une société qui était spécialisée dans l'événementiel du loisir vertical dans le 92. Et puis, voilà, après, j'ai créé ma petite structure aussi, spécialisée dans l'événementiel vertical avec des murs d'escalade mobile.
et puis des parcours accrobranche mobiles. Donc, pour certains événements, on plaçait des tyroliennes, des ponts en bois, des ponts suspendus, des tours d'escalade. Et À ce moment-là, Nico, tu as quel âge? à ce moment-là, j'ai entre 22 et 25 ans. Je viens de finir mes Ok. études. J'ai toujours aimé être entreprenant. Donc voilà, j'ai pris un peu d'expérience avec des patrons. Et puis après, je me suis lancé quand mon patron ne pouvait plus me payer. En gros, hein, les marchés publics sont des fois compliqués. Donc, quand il a perdu des marchés publics qu'il ne pouvait plus me payer, j'ai proposé de créer ma structure à côté, de sous-louer ses murs et d'en acheter quelques-uns de mon côté. Donc ça, c'est pour le début de l'histoire. Et puis, donc en 2005, j'ai rencontré Marc Flaster, hein, qui va changer un petit peu tout le cours de ma vie. Et Marc a l'idée potentiellement de faire des acrobranches en Australie parce que ça n'existe pas. Donc moi, même si je ne fais pas d'acrobranche en fixe, j'ai un peu de savoir-faire et un peu de connaissances dans le domaine. Et du coup, on se met d'accord et on part à 50-50 en Australie en 2007, exactement, pour essayer d'aller monter des acrobranches en Australie, là où ça n'existait pas encore vraiment. On n'avait rien à perdre parce qu'on partait en Working Holiday Visa et si ça ne marchait pas ou si c'était compliqué, on pouvait rentrer. Et moi, je reprenais ma structure. Voilà, c'est comme ça qu'on est arrivé en Australie exactement en août 2007. En août 2007. Bah, on va y revenir, on va y revenir sur le moment où vous vous lancez, parce qu'il y a quand même un gros gap. Vous êtes en France, vous dites, OK, il n'y en a pas en Australie. Bah, comment, pourquoi, comment on choisit une ville, etc. Mais on va le voir. En 2007, vous vous lancez et combien de temps après, vous sortez totalement de cette activité? Il y avait, je crois, 400 salariés de ce que j'ai vu à son apogée, au moment où vous vendez. Combien de visiteurs par an? En gros, très rapidement, là, on a le début. Comment ça s'est passé au moment où vous sortez? Ouais, alors après la genèse a été longue et parfois douloureuse, mais donc en 2007, voilà, on arrive, l'affaire au fusil. On ouvre le premier parc en 2010, donc ça, on pourra revenir sur toute la partie du début qui n'a pas toujours été facile, parce qu'évidemment, c'est compliqué, ça n'existe pas, il faut convaincre les autorités, les autorités locales, etc. Mais en 2021, quand on vend, voilà, on a 15 parcs, plus le centre au Canada. On fait à peu près 500 000 visiteurs par an avec un chiffre d'affaires qui devait tourner autour voilà, des 15-16 millions de dollars australiens. Donc, pour un ordre de grandeur, c'était autour des, oui, des 10 millions d'euros en gros. Avec 400 salariés. Alors, quand je dis 400 salariés, hein, c'était beaucoup de temps partiel aussi. Donc, en équivalent plein temps, je pense qu'on était autour de 150, 170 équivalents plein temps pour faire marcher les 15 parcs. Et ensuite, le repreneur, je suis resté 2 ans avec le repreneur et je suis rentré en France et je me suis installé en Haute-Savoie fin 2023, début 2024. Et toujours actionnaire également d'un Clip and Climb. Voilà, le Clip and Climb au Oh, Canada, on pourra en et parler plus tard. Ouais. là aussi à l'autre bout du monde. Oui, 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 ça c'était une autre aventure, mais ça je l'ai gardé. Donc moi j'ai 25 maintenant aujourd'hui dans cette société. Mon associé Marc aussi a 25 et on avait un autre associé qu'on a fait monter au capital qui a géré la structure pendant que moi j'étais en Australie aussi. Euh, donc voilà, mais on pourra revenir sur la parenthèse canadienne. C'était en gros, l'idée c'était que en Australie on se développait doucement et que moi j'avais envie d'aller vivre à la montagne. Donc avec mon associé, on s'est dit qu'on pouvait créer quelque chose autour de Vancouver. Et moi, j'ai toujours été fan d'escalade. Je trouve cette activité très intéressante. C'est vrai qu'elle a le vent en poupe aujourd'hui. Il y a beaucoup de salles qui se créent, et tant mieux. Et puis voilà, à Vancouver, on a créé une petite salle Clip and Climb. Donc, c'est de l'escalade ludique pour les 3-13 ans, en gros. Euh, mais ça, c'était à part. Et l'idée, finalement, c'était de commencer à Vancouver, parce que c'est là que je voulais vivre. Et éventuellement, ensuite, de descendre sur la côte ouest américaine pour continuer à monter des acrobranches, pour aller voir ce que donnait le marché américain. Et ça ne se fera pas pour plein de raisons. Je vais partir dans tous les sens, mais finalement, après, je dois rentrer en Australie parce qu'on est en train d'acquérir un de nos concurrents principaux pour faire grossir la boîte. Et du coup, il faut rentrer en Australie parce que du coup, la croissance s'accélère là-bas. Ok, donc aujourd'hui, on connaît le concept de digital nomade. Est-ce qu'on peut dire que tu es un physical nomade? Tu arrives à travailler là où tu vas sur des business physiques.
Ouais, je suis un entrepreneur nomade, si tu veux. Oui, oui, moi, voilà, il faut. Tu vas aller au Canada, tu dis: «OK, bah, je vais monter un truc au Canada, hein, voilà, hein». Oui, c'est ça. En fait, moi, ce qui guide d'abord, mon envie, c'est l'endroit où je vis. Alors pour le coup, Melbourne, c'était plutôt mon associé qui avait choisi cet endroit parce que lui avait des amis et des connexions là-bas, donc il voulait s'installer à Melbourne, donc j'étais plutôt suiveur sur ce projet. Après voilà, à Vancouver, c'est moi qui avais envie, de vivre au milieu de la nature et cetera. Vancouver est une ville magnifique. OK, c'est clair. Donc là, ensemble, le but, ça va être de voir le pourquoi l'Australie? Qu'est-ce que c'est que de gérer un parc accrobranche? Qu'il soit petit ou qu'il soit immense comme celui que vous avez construit. L'aspect international également, quelles sont les différences que tu vois entre la France, le Canada et l'Australie? C'est assez rare aujourd'hui, quand tu vois le secteur de la restauration où tu as, bah, des franchises, des réseaux qui se montent en Europe, dans le monde très facilement. Les loisirs qui paradoxalement n'a pas de réglementation, reste quand même cantonné à une échelle, ultra locale pour le coup et la partie chiffres, voire également, la partie, restauration, snacking, VS la partie billetterie, l'upselling, le fait d'arriver à faire de la vente additionnelle sur place, bah, le chiffre d'affaires, les marges, voir ensemble également, bah, comment est-ce que tu te retrouves à vendre? Est-ce qu'on prévoit une vente ou est-ce que ça se fait tout seul? Et inversement, une acquisition, vous avez fait l'acquisition, d'un entre guillemets «concurrent», donc d'un acteur, annexe. Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que ça s'intègre? Comment est-ce qu'on travaille le marketing à ce moment-là? Et comment, en règle générale, on valorise? Puisque aujourd'hui, sur le secteur des loisirs, on est sur un secteur qui est passé de la passion à la professionnalisation. Après, ce n'est que mon avis et d'ailleurs tout ce qu'on dira là, que ce soit Nicolas ou moi, ça n'engage que nous-mêmes. Ce sont à des moments des conseils subjectifs, à des moments des avis subjectifs. Il n'y a pas de science exacte et de vérité absolue. Voilà. C'est sûr. Heu, donc on dira sûrement des choses qui sont, clivantes et encore heureux, c'est ça qui fait avancer, les débats, hein. Non, non, tout à fait et puis, moi ouais, c'est vrai qu'en préambule, je raconte mon histoire, hein, donc chaque histoire est différente, moi j'ai eu beaucoup de chance aussi, il y a beaucoup de contextes qui font que les choses ont marché, beaucoup de chance aussi, donc voilà, je raconte mon histoire, j'explique les choix qu'on a faits et puis après les gens prennent ce qu'ils veulent, il y a pas de souci. Vraiment. Donc aujourd'hui sur le secteur des loisirs, on est passé de la passion à la professionnalisation et je pense que les étapes qui vont arriver ensuite, professionnalisation va donner lieu à une structuration et la structuration va donner lieu à une consolidation et voire même à une internationalisation souvent liée à la consolidation puisque c'est des fois plus intéressant de racheter, un acteur, existant et établi plutôt que de venir et de le concurrencer. Donc on est en pleine, transition et j'ai l'impression, enfin non, c'est même sûr, que tu as vécu ce que vit actuellement le secteur des loisirs en condensé sur le secteur des acrobranches. En fait, des fois, on est un peu forcé dans le contexte, géographique, hein, de s'adapter, donc en Australie, effectivement, c'est un grand pays. On avait des opportunités parfois à l'autre bout de l'Australie, à 4 heures d'avion. Donc, si on ne digitalise pas, si on met pas en place des systèmes, importants, on peut pas gérer, des multiparcs, l'esprit, tranquille. Bon, déjà qu'on a rarement l'esprit tranquille quand on gère, des activités à risque comme l'acrobranche. Hem On l'a encore moins tranquille si on n'a pas des outils digitaux qui nous permettent de garantir la sécurité, opérationnelle du parc au quotidien. Donc ça, si tu veux, ce qui nous a un peu forcé nous à le faire, peut-être avant certaines personnes ou certains opérateurs, c'est, de par, la situation géographique de l'Australie et le contexte de développement. Notre concurrent, par exemple, à l'époque, avait fait le choix de se développer uniquement en Nouvelle-Galles du Sud, hein, autour de Sydney. C'était un choix stratégique, fort. Ils l'ont très bien fait. Ils ont pris des parcs qui étaient, plutôt, autour des centres-villes. Donc c'était des très jolis endroits. N Donc en termes opérationnels, leur système de gestion était peut-être, moins abouti, mais ça leur suffisait puisqu'ils étaient sur place, ils pouvaient physiquement se déplacer et cetera. Et d'ailleurs, ils avaient des très bonnes revues, c'était des très beaux sites. Nous, on a fait le choix de se développer, alors on a fait le choix, on n'a pas vraiment fait le choix, en fait, on a eu des opportunités qui sont arrivées
Et on les a prises au fur et à mesure en se disant que si on les prenait pas, quelqu'un d'autre les prendrait. Et du coup, on a fait face au défi opérationnel de gérer un site, à Melbourne et un site à Perth et un site à Sydney, ce qui serait l'équivalent de gérer un site à Paris, un site à Zagreb et un site à Londres. Hem, donc voilà, moins les problèmes de langue puisque c'est anglais partout. Mais c'est voilà, ça a été un peu forcé, hein, la contrainte, pour nous digitale était importante parce qu'elle nous garantissait effectivement, un Ouais. suivi, plus rigoureux. Ouais. Mais ce que tu dis, je le vois bah, je vois l'inverse avec PlayPro. Hem, c'est qu'au final, l'aspect local fait que le gérant gère plein de petits trucs en se disant: «C'est pas grave, ça prend 10 minutes. Aller chez Métro pour acheter du Coca, du Pepsi tous les 2 jours, c'est pas grave, c'est à 2 minutes. Prendre les résas par téléphone, c'est pas grave, ça prend 2 minutes. Courir après telle ou telle chose, c'est pas grave, ça prend» et au final, le fait de venir et de faire des tours de voiture, à la fin de sa semaine, il est là, il dit: «Beh, je suis sous l'eau», mais il a rien fait. Alors que toi, ce que tu dis, c'est que vous avez géré votre premier parc day one en vous disant: «Il faut qu'il puisse tourner même si je suis pas là». Oui, tout à fait. Oui, parce qu'à terme, en fait, c'était pas forcément de rester en Australie. Au début, on savait pas vraiment, ce qui allait se passer. Donc quand on ouvre le parc, on se dit qu'il faut pouvoir le gérer, à distance et que si on devait se développer parce que bon, on savait qu'il y avait un et il y a encore d'ailleurs, hein, je pense le problème australien, il est ailleurs en termes de développement, mais, il y a un potentiel énorme sur le marché australien en termes de développement de parcs. Mais, on savait que voilà, on allait se développer, assez rapidement puisque 6 mois après qu'on ait ouvert, on avait du succès, les gens revenaient, on avait les sourires, des enfants, des clients, malgré le challenge, du site en lui-même. Bon, on reviendra là-dessus plus tard, mais, donc oui, oui, c'était important et puis aussi en termes donc ça, c'est toujours la digitalisation, mais aussi en termes opérationnels sur la sécurité. Moi, j'ai travaillé dans des parcs, dans le Val d'Oise où, en tant qu'opérateur ou instructeur, on passe beaucoup de son temps à crier sur les gens parce qu'ils se décrochent, hein. Donc, on a ce qu'on appelle un système traditionnel de double mousqueton, hein. Ça se fait de moins en moins maintenant, dans le marché, mais on a encore des systèmes traditionnels avec 2 longes et des mousquetons, des snappy, on appelle ça, donc des mousquetons avec des portes ouvertes, même des fois des doubles actions ou des triples actions. Bref, mais en tout cas, l'erreur humaine est toujours possible. Et moi, je me rappelle, on criait sur le client à chaque fois pour qu'il se raccroche, et cetera. Et du coup, l'expérience client n'était pas forcément toujours très agréable. C'est pas agréable de se faire rappeler à l'ordre, par des jeunes, quand on a son fils là-haut dans l'arbre, et cetera, et qu'on essaie de faire au mieux. Donc, très rapidement, avec mon associé Marc, pour nous, la sécurité, c'était très important et ça s'est concrétisé par le fait qu'on était un des premiers clients, Ligne de heu, vie continue? de ligne de vie continue de Kudu et de Bornac à l'époque avec les longes intelligentes. Hem donc voilà, donc pour nous, même si ces solutions ont des challenges, tout n'est pas parfait, mais en tout cas, on voulait mettre en place, un système où la sécurité du client était prioritaire évidemment, d'autant plus qu'en Australie, ça on le savait avec les avocats, hein, c'est un pays qui au nombre d'habitants, fait plus de procès, au pénal, que les Américains. Donc on savait qu'on s'attendait s'il y avait le moindre Beaucoup souci. beaucoup plus que les Américains? Je sais pas si c'est beaucoup plus, mais c'est Non, mais plus. c'est En plus termes que de ah ouais. en nombre d'habitants, Alors que c'est les Américains, c'est déjà, c'est tu voilà, tu sors c'est d'un magasin, tu prends, la porte du magasin, tu peux gagner 1 million en attaquant le magasin, hein. voilà, oui, il y a des histoires comme ça. Donc en Australie, c'est très procédurier aussi. L'activité n'existait pas, donc on était scruté aussi, par les organismes de contrôle, type, l'équivalent, donc on appelle ça WorkSafe. Donc c'est l'équivalent de la voilà, de la sécurité au travail et cetera. Donc on était vraiment scruté. Donc on n'avait pas vraiment le droit à l'erreur, l'Australie. C'est vraiment un pays extraordinaire parce que ça il te laisse beaucoup d'opportunités, beaucoup de chance. Mais si tu fais une erreur, ils te rateront pas, quoi. Donc, pour en revenir à mon anecdote du début, ça change l'expérience client. C'est-à-dire qu'au lieu de leur crier dessus, on leur explique comment traverser le challenge, on est beaucoup plus proche d'eux. Heu, donc, ton expérience client, elle est complètement, différente et les gens apprécient d'autant plus, je pense. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'acteurs dans le secteur des loisirs qui confondent expérience client et accueil client. C'est-à-dire que pour eux, l'expérience client, c'est le fait de bien accueillir le client sur place. J'ai l'impression, que l'expérience client, c'est plus global.
que l'expérience client commence dès le moment où, bah, tu tombes sur une pub de l'établissement et Exact. il su je vais Non, ça dire n'importe c'est quoi, hein, tu as un flyer, s'il est dégueulasse, automatiquement, l'image que j'ai de l'activité et donc l'image de l'entreprise est dégueulasse. J'ai un flyers qui est, qualitatif, une publicité qui est waouh, je rentre direct dans l'univers. Le site internet renforce mon expérience client. Avant d'arriver sur place, je reçois un SMS, un email de rappel, je suis dedans, je suis dans un petit fauteuil, j'ai gagné du temps, je suis focus sur l'activité. Je Et sur place, c'est l'apothéose. Je ne sais pas ce que toi, tu en penses? non, non, alors non, mais c'est très important ce que tu dis. L'expérience client, elle commence, à l'accroche, ce qu'on appelle l'accroche ou au marketing, quand tu dis, quand tu vois une pub Google ou un flyer et cetera, et elle se termine par, normalement un retour client, hein, à la fin de l'expérience. «Qu'est-ce que vous avez pensé de notre activité?» Hein, ils répondent pas tous évidemment. Je crois que nous, notre taux de réponse était quand même assez élevé, hein, notre taux de réponse sur les emails NPS qu'on appelle, Net Promoter Score, il est autour des 30, donc ce qui est assez élevé. Hem, mais c'est très, très important. Qu'est-ce que tu appelles le NPS? Donc le NPS, c'est ce qu'on appelle Net Promoter Score. Je suis désolé, j'ai pas forcément heu, l'anagramme en français, mais en gros, heu, c'est un email qu'on envoie au client pour son retour. On évalue son niveau de satisfaction. D'accord? Donc il me donne une note entre 0 et 6, ça veut dire qu'il est dissatisfait, hein, il est pas pardon, il est insatisfait. Entre, 7 et 8, il est neutre, il vous dénigrera pas, votre produit, mais il l'encouragera pas non plus. Et 9 et 10, c'est ce qu'on appelle un promoteur, donc lui, il va encourager votre activité, il va la promouvoir et donc il faut répondre à tous les gens, en fait. Donc les gens qui vont vous donner entre 0 et 6, bah, du coup, on les suit, on demande pourquoi. Encore une fois, ils vont pas tous répondre, mais il y en a beaucoup qui vont nous dire, bah, le staff était mal poli ou, les toilettes étaient sales ou le challenge était trop facile, enfin bref, peu importe. 7 et 8, c'était: «Ouais, j'ai bien aimé, mais, moi j'aime pas trop la hauteur, j'ai pas profité à fond du produit, j'ai fait que 2 parcours alors que j'aurais pu en faire 4». Voilà. Et puis les gens: «Ah, j'ai adoré, c'était génial» et cetera. Et chaque personne a c'est une opportunité. Donc les 0 à 6, bah, c'est une opportunité pour améliorer, le service, hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi les toilettes étaient sales? Pourquoi le staff était mal poli? Est-ce qu'ils étaient mal formés et cetera? Les gens neutres, bah, on va pouvoir essayer de comprendre pourquoi il y a des gens qui ne sont pas forcément super satisfaits. Donc voilà, on va pouvoir peut-être cibler un peu mieux nos clients pour éviter d'avoir trop de gens neutres. Et puis les gens satisfaits, on va les récupérer, on va leur, demander de mettre une revue sur Google en plus de Net Promoter Un Score, avis un Google? avis Google exactement. Et on va aussi, parfois aussi, c'est des gens dont on va se servir pour envoyer des promotions. Donc c'est des gens qu'on va dire: «Écoutez, vous avez aimé, super, bah, voilà 20 de réduction ou, une personne gratuite si vous revenez», voilà. Donc ça, heu, voilà. Et ça, c'est vraiment important, surtout quand on est sur du multisite. Hem de comprendre que l'expérience client, elle est effectivement de l'accroche au retour et effectivement l'accueil, le sourire, l'apparence, la propreté du site, la variété des challenges, la sécurité, globale et cetera. Donc ça, c'est vraiment l'expérience client, elle est globale. C'est pas effectivement que le sourire à l'accueil, bonjour et puis, voilà. Maintenant ce que j'aimerais dire quand même aussi, ce qui est important, c'est qu'on ne peut pas commencer en étant tout parfait. On fait des choix quand on commence, on investit. On peut pas avoir forcément un système marketing parce que le NPS pour le suivre, il faut quelqu'un à plein temps, ou pas, même s'il y a pas beaucoup de clients, il faut peut-être, je sais pas 5-6 heures par semaine pour récupérer les avis et cetera. Il faut les gérer, c'est du travail. Donc on a le droit aussi de commencer, hem encore sur certaines choses au papier crayon. Par contre, ce qui est important et nous on l'a fait très rapidement, il faut absolument avoir un système de réservation digitale, immédiatement, c'est la priorité. Hein, le NPS, ces choses-là, ils peuvent venir après en complément, mais le système de réservation, nous on a commencé papier crayon. Ouais. Pendant 2-3 mois en attendant que notre système de réservation se termine. Mais du jour où on l'a eu, d'abord, on a limité les téléphones et ce qu'on appelle les téléphones parasites, hein. Ce que j'appelle le parasite, c'est qu'on est en pleine bourre, le téléphone sonne, on a envie de répondre parce qu'on ne veut pas manquer de vente et en même temps, on ne va pas bien répondre parce que, il faut quand même mettre les harnais, il faut, peut-être quelqu'un qui a besoin d'aide sur les parcours et cetera. Donc avec un système digital de réservation, ça change la vie. Et je veux dire ça, c'est la priorité, et je conseillerais à tout le monde de le faire. Hem
vous réduisez vos coûts de téléphone, vous augmentez, le nombre de réservations et vous systématisez tout le processus, de check-in, hein, quand les gens arrivent sur le site, ils sont un peu plus prêts, quoi, hein. On leur donne les infos et cetera. Donc en France, je sais qu'on fait pas signer de décharge, mais nous, par exemple, en Australie, les décharges étaient obligatoires. Donc les gens les signaient avant, plutôt que les signer sur place. Et encore une fois, ça fait partie de l'expérience client. Quand on est sur site, on oublie toute la partie paperasse qui a été faite en amont, ou une grosse partie. Il y en a toujours un ou deux qui a oublié, que c'est pas grave, on le fait sur place. Mais on se concentre sur l'expérience en elle-même. Sur le client et sur l'expérience. Ouais. Quand dans vos parcs, vous aviez combien c'était quoi le ratio, pourcentage de résa en ligne, donc de billetterie en ligne, vs des gens qui se pointent sur place direct? Alors, à la fin, sur la fin, on était à presque 90 de réserves en ligne. Et 90. et celles qui étaient pas en ligne, souvent c'est parce que c'était des groupes, donc Des le team de building, des voilà, des team building, des écoles, hein, qui avaient pas la capacité parce que nous, on limitait nos sessions à 20 personnes. Donc si c'était le groupe de plus de 20, bon, ils pouvaient pas se booker eux-mêmes en ligne et puis les OK, groupes bénéficiaient aussi en semaine, de prix pér de tarifs préférentiels qui étaient pas forcément affichés, sur le site. Donc voilà, mais oui, non, à la fin, c'était 90 en ligne et le reste, c'était des groupes. Et de toute façon, nous, alors notre système était opérationnel, on limitait le nombre de places par session, hein, pour encore une fois valoriser l'expérience client, hein, et ça, c'est un choix, hein. Je comprends aussi que quand on est, parce que l'avantage qu'on avait en Australie, on opérait sur l'année, donc on pouvait lisser, la demande. En France, on a une demande qui pique, hein, juillet-août et donc on n'a exactement. pas forcément envie de se limiter en termes de capacité parce qu'il faut faire rentrer l'argent, pendant la saison, Sur la donc courte il y a pas durée. de souci. Mais nous, on limitait le nombre de personnes par session et du coup, en fait, on était plein. Mmh. Donc les gens appelaient Oui, pas, en fait. Souvent, alors pas tous les week-ends, mais la plupart des week-ends sur la moitié de nos sites, notamment ceux en urbain, on était plein 3-4 jours avant, même quand la météo était mauvaise. Donc ça, c'était un autre truc aussi qui était vraiment important en termes de digitalisation. Les gens sont bookés, on prend l'argent, il y a des conditions générales de vente et c'est pas parce qu'il pleut qu'on va annuler l'expérience. alors, voilà, c'est ce que j'allais te dire. Parce que justement, c'est, l'acrobranche, c'est une activité météo dépendante. Le fait qu'il y ait, moins de saisonnalité en Australie, vs la France où il y a une forte saisonnalité et où on voit même que les étés, commencent à être, moins stables, avec, des étés indiens qui durent plus longtemps ou des étés pluvieux qui commencent plus tard. Finalement, aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs de l'acrobranche en France qui ont du mal à sauter le pas du digital, de la réservation, pas de la billetterie, de la réservation. La distinction étant que la réservation, c'est pour un jour précis, là où la billetterie non datée, tu prends ton billet et tu viendras quand tu veux. Bah, la réservation précise, parce que c'est ce que vous faisiez, de ce que je comprends, bah, ils veulent pas le faire parce que derrière, il faut gérer les annulations, parce qu'il pleut, parce que ci, parce que là. Comment est-ce que tu le gérais, tout ça? Alors, nous Est-ce qu'il y avait et juste pour info, désolé, mmh j'ai également vu un premier parc en France commencer à proposer pour 1 € une assurance annulation. Oui, bah, c'est très malin. Nous, on le faisait pas, mais c'est évidemment très malin. Je pense que, ça va se démocratiser et que des logiciels, qui vont t'aider à gérer ce genre de choses vont avoir un rôle important à prendre dans cette gestion. Donc nous, on prenait enfin de la réservation en ligne, on prenait le paiement tout de suite, d'accord? On avait des conditions générales de vente si les gens annulaient 2 jours avant, enfin je crois une semaine avant, on remboursait l'intégralité. S'ils annulaient entre, 7 et 2 jours avant, ils avaient le droit de rebooker pour un autre jour, mais on prenait 10 ou 15 du montant de la session, en frais de gestion et si les gens après pouvaient pas annuler 48 heures avant. Après nous, si on annulait parce que les conditions climatiques étaient pas, sécuritaires, effectivement, on remboursait nos clients à 100 évidemment. Mais si c'était nous qui avions la main, c'est-à-dire que si nous on estime, parce qu'on est les professionnels, on a l'expérience, que même s'il y a un peu de vent, que même s'il y a un peu de pluie, l'activité peut avoir lieu,
on ne remboursait pas les clients et les gens venaient. D'accord? Alors après, effectivement, il y a des gens qui sont pas contents parce que c'est l'anniversaire, c'est la Mmh. partie d'anniversaire de leur enfant et que si s'il fait moche, c'est moins cool. On est entièrement d'accord. Donc après, il faut avoir des infrastructures en place qui permettent de limiter, les problèmes liés aux intempéries. Donc on avait des decks pour les parties d'anniversaire qui étaient couverts. On avait Qu'est-ce que tu appelles des decks? pardon, des petits espaces pour les anniversaires dédiés, hein, qui étaient en Comme des bois, petits comme bungalows? des petites cabanes, voilà, des petites cabanes pour les anniversaires qui étaient fermées, enfin pas entièrement fermées, mais qui étaient couverts au moins. Donc ils pouvaient quand même s'asseoir entre les sessions, manger, boire et puis continuer leur activité dans les arbres. On avait un système où on faisait toute la partie, où on expliquait aux gens comment fonctionnait le système de sécurité, qui était couvert aussi. Donc voilà, après il faut mettre en place des infrastructures pour limiter, l'expérience, que l'expérience soit mauvaise. Mais au moins, on avait la main et ça, c'est important, parce qu'il y a beaucoup de gens, dès qu'il fait moche, ils appellent, ils veulent aller, machin. Donc nous, en Australie, voilà, comme on était lycée, si un week-end on ne venait pas, ça impactait quand même pas mal, le chiffre d'affaires du mois. Donc fallait faire attention à ça et ça, la digitalisation nous a beaucoup Ouais. aidé là-dessus. Mais Parce en que les fait, gens, en fait, ils tiquent la case comme quoi ils ont accepté les conditions générales de vente et du coup, bah, ils se retrouvent, c'est pas qu'ils sont bloqués, mais il faut aussi mmh, protéger son activité, quoi. Et moi, il était hors de question que les gens dictent, ce qui était, safe ou pas safe, quoi, hein. C'était vraiment exactement. nous qui avions la main. Après, on discutait et cetera, au cas par Oui. cas, on pouvait être aussi, faire preuve de clémence et Mmh. comprendre. Tu viens, je pense, de se dire et tu touches du doigt, quelque chose qui est en train de changer quand justement on passe de la passion à la professionnalisation. En fait, c'est une forme de fermeté. Je vois beaucoup de partenaires, loisirs qui veulent faire plaisir. Mais en fait, le métier, c'est pas tant de faire plaisir, c'est de mettre tous les éléments en place pour faire plaisir. Mais la personne se fait plaisir à elle-même sur place. Et là où, par exemple, le coiffeur, entre guillemets, va te faire plaisir parce que il est responsable des actions qu'il mène sur tes cheveux. Là où nous, on l'est pas, mais comme on n'est pas non plus responsable de la météo, à un moment, je pense que c'est pas toi qui l'as fait. Non, Et non, c'est très, très juste et il y a un exemple assez, marquant dans l'escalade en particulier. Au départ, les salles d'escalade, c'était des salles pour les grimpeurs, hein. C'est des salles très hautes, avec des gros dévers, avec des voies difficiles. Hem, C'était pas très cher, mais c'était un tout petit, c'était axé, le produit était axé sur une toute petite minorité de grimpeurs, quoi et il y a des gens très intelligents, au début des années 2000, hein, comme Altissimo ou les salles grimpées et cetera ou Blockat par exemple, qui ont compris qu'il fallait faire de l'expérience. Donc eux, c'était plus pour les grimpeurs les salles, hein, c'était pour, les enfants. Il y avait un coin restauration, il y avait un coin bien-être, on vendait des bières après la salle. Donc voilà, donc on crée une expérience comme ça et ça c'est vraiment important, quoi, hein. Quand on crée encore une d'accord. fois, après chacun est différent, mais pour moi dans ma vision, quand je crée un parcours Acrobranche, je le crée pour la majorité des gens. Donc nos parcours noirs, par exemple, n'étaient pas forcément très difficiles, parce qu'on sait très bien que 80 des gens, ça va déjà être très dur pour eux et ils vont s'amuser. Donc voilà. Donc il faut créer des produits, dans sa niche, hein, que ce soit, Bien sûr. dans le paintball et cetera ou le karting et cetera ou l'acrobranche ou le trampoline, hein, qui soient accessibles au plus grand nombre. Si c'est ça qu'on a envie de faire. Après, si on veut Bien faire de sûr. la niche et de la passion, eh ben, on peut faire une salle d'escalade hyper dure, et cetera, mais on va pas toucher le même public. Ça dépend de ce qu'on a envie de faire. Oui. Mais encore une fois, tu vois, si on refait, si on fait une sorte d'analyse psychanalytique, tout dépend du mindset, donc de l'état d'esprit du dirigeant. Quand tu débarques en Australie, le but est clair, c'est démocratiser, développer et démocratiser l'acrobranche en Australie en partant d'une feuille vierge. En France, il y a beaucoup de gérants au-delà des acrobranches. C'est aussi valable pour les kids parks, pour les trampoparks, pour les paintball, qui ont une vision locale. Ils sont dans leur établissement, donc on ne va pas refaire le passage sur tu viens, tu fais les allers-retours à Intermarché, etc., pour acheter une bouteille de coca, alors que tu pourrais acheter en gros, avoir un fournisseur, etc. Bref. Mais vu qu'ils sont avec une approche locale, ils sont dans leur établissement. Donc automatiquement, la relation qu'ils ont avec le client est affective avant d'être commerciale. Donc du coup, vu qu'ils veulent faire plaisir
bah, qu'est-ce qu'ils font? Ils se disent déjà, dès le début, sur le site internet, soit ils mettent leur numéro pour qu'on les appelle, leur 06 pour qu'on les appelle pour réserver, comme si le dirigeant avait le temps de prendre chaque client particulier au téléphone. Bref. Deuxième étape, quand ils viennent et qu'ils font le pas du digital, ils mettent un système d'acompte parce qu'ils se disent oh, faut pas que le client paye trop cher en ligne. Non, mais dans tous les cas, il payera la totalité tôt ou tard. Et vu qu'ils veulent faire plaisir, bah, il vient à pas faire beau, etc. Ah bah, j'annule ou je donne de la flexibilité. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est que la fermeté que tu as eue, c'est la fermeté et l'approche digitale étaient au service de ton développement national. Oui, Là où et au service aussi de ton expérience client. Parce que quand on ne répond pas au téléphone toutes les 5 minutes, quand c'est le pic, on peut se concentrer sur nos clients. Donc tu as raison, c'est les 2 là, c'est vraiment au service du développement parce que ça te laisse du temps pour, parfaire ton produit. Si tu veux vraiment te focaliser uniquement sur un site en particulier, parce que tu as pas d'ambition, multisite ou, et aussi pour trouver d'autres sites si tu veux faire du multisite et te concentrer sur tous tes clients qui sont sur place. bien sûr, mais je pense que même quand tu as une approche locale, je pense que tu dois réfléchir dès le début en te disant: «Il faut que ça tourne, même si demain je viens à être hospitalisé pendant 6 mois» et et malheureusement, il y en a il y a beaucoup de dirigeants et dirigeants dans le secteur des loisirs qui viennent à devenir esclaves de leur activité et en fait, ça devient, moi la vision que j'en ai, c'est vraiment des sables mouvants. C'est-à-dire qu'ils sont bloqués et ils sont dans un cercle vicieux duquel ils ne s'en sortent pas. Ils veulent faire plaisir parce qu'en plus de ça, vu qu'ils ont une approche locale, ça veut dire que, on connaît, on va chez Nico, beaucoup plus qu'on va faire une partie d'acrobranche. Donc ça veut dire que Nico, bah, il peut pas me dire non s'il vient à pleuvoir et que je l'appelle, je dis: «Nico, s'il te plaît, annule-moi». Bah, tu ne peux pas, en fait, c'est pas possible de gérer son Non, business. non, c'est vrai. Tu Je t'épuises. pense que de toute façon, la digitalisation, elle est recommandée même à petite échelle. Après, tu fais des ajustements. Tu peux pas forcément avoir tout le catalogue des aides, qui sont pas forcément, justifiables à ton niveau. Mais un système de réservation qui va gérer les réservations, gérer les annulations et potentiellement aussi gérer les changements, parce que ça arrive, hein, on book pour, 4 personnes et puis finalement il y en a deux qui veulent arriver. Soit on va rajouter les 2 comme ça, mais les sessions ne seront pas les mêmes et cetera. Ou alors on appelle, on demande. Voilà, si on a un système digital qui gère tout ça, encore une fois, on va s'épargner du temps au téléphone et se concentrer sur nos clients et notre produit. Ah mais vraiment, mais ce que par rapport à ce que tu dis et ce que je veux juste ajouter, c'est que souvent et c'est valable dans la vie de tous les jours, quand tu essayes de faire plaisir, la plupart du temps, tu te retrouves avec des clients mécontents. Ouais, c'est vrai. Même c'est Ouais. c'est c'est alors que quand tu es ferme, ils peuvent pas être mécontents. Les règles sont les règles. Voire même, ils sont contents parce que tu peux venir à leur offrir une exception. Non, c'est vrai. Mais J'avais vu une vidéo il y a pas longtemps de quelqu'un qui disait ça et c'est vrai que ça m'avait marqué. Quand on est tout le temps gentil, la fois où on est méchant, on passe pour le méchant. Et quand on est tout le temps méchant et qu'on est une fois gentil, on est gentil. Donc, ah ouais, je retiens ta formulation maintenant. Elle est voilà, elle parfaite. est pas de moi, je l'ai vue sur internet, c'est, une psychologue, je crois, qui en parlait. Mais c'est vrai. Donc, mais en même temps, quand on est ferme, on n'est pas forcément méchant, on protège son business aussi, quoi. Surtout sur des activités entre guillemets «accidentogènes» ou du moins il y a un aspect adrénaline, que ce soit l'escalade, que ce soit l'acrobranche, que ce soit le paintball. Heu, à chaque fois que je vais sur, bah, ces sites-là, je vois une fermeté que je retrouve pas, même dans les trampoparks. Je vois une fermeté que je ne retrouve pas dans l'escape game, par exemple. Mmh. Mais c'est naturel et j'ai même envie de dire, bah, si je rentre, j'y vais admettons avec mes enfants, le gérant est totalement dépassé, ouais, je suis peut-être un peu inquiet de je suis peut-être un peu inquiet et par rapport à la flexibilité qui est une fausse bonne idée de satisfaction client, en fait, c'est au contraire la fermeté qui crée la satisfaction client. L'exemple typique, c'est vraiment l'acompte. Il y a des entreprises, quand je les vois sur PlayPro et qu'on les équipe, qu'on les accompagne sur PlayPro et qui me disent: «On va mettre un système d'acompte». Je dis: «Mais pourquoi? Pourquoi vous juste expliquez-moi pourquoi vous voulez le mettre? Pas de problème, on peut le mettre, hein. Pourquoi vous voulez le mettre?» «Ça va faire beaucoup à payer». Je dis: «Mais dans tous les cas, le client payera tôt ou tard». «Oui, mais si s'ils veulent changer le nombre de participants». Je dis: «C'est-à-dire?»
Bah, si au final, au dernier moment, ils sont plus 10, ils sont que 6. Je dis: «Beh», je dis juste: «Si vous ouvrez si vous faites un système d'acompte, automatiquement le client a une sorte de flexibilité, psychologique. Cherchez pas, ce sera un cours de bourse. Ils seront peut-être, 1 de moins, 2 de moins et cetera. Par contre, s'il a payé la totalité, automatiquement, il s'est engagé pour la totalité. Et au final, du coup, la fermeté à travers les règles permet d'éviter de gérer des cas particuliers et donc de perdre du temps, d'être sous l'eau, de du coup gérer que des cas particuliers, d'avoir une approche locale et au final, je vais chez Nico, je m'en sors pas et et à la fin, c'est je vends mon activité. Je vends mon activité. Non, c'est vrai, c'est entièrement vrai. Après, effectivement, pour nuancer peut-être un petit peu, les marchés sont différents. Je sais qu'en France, le pouvoir d'achat n'est pas forcément le même, qu'en Australie, hein. En Australie, il y a un pouvoir d'achat, les gens sont consommateurs, il y a une mentalité qui est différente, donc il faut s'adapter aussi à sa population, à son marché. Donc peut-être qu'en France, un acompte, c'est peut-être plus judicieux qu'en Australie, mais en tout cas, de toute façon, des fois, si on part sur un système basique sans proposer, et si on voit que ça devient un problème et qu'on a trop d'insatisfaction, etc., parce qu'on l'a mesuré grâce à un CRM, comme on appelle ça, hein, à une expérience client globale, et qu'on l'a mesuré et qu'on ne part pas un peu dans le vide au pif, on peut l'installer en augmentant la satisfaction client. Et à l'inverse, on peut l'avoir, et puis si on voit que c'est trop compliqué, on peut l'annuler, voir si ça impacte nos résultats, etc. Donc, je pense que c'est important aussi, voilà, travailler sur la matrix. Il n'y a pas non plus de dogme. Est-ce que tu faisais de la vente additionnelle sur place? Est-ce que vous aviez une partie restauration, une partie snacking? Et ça Alors, représentait quelle part du chiffre d'affaires? alors, on en faisait, mais on était nuls. On était nuls pour 2 Pourquoi raisons. vous étiez pourquoi? On est nuls pour 2 raisons. On est nuls d'abord parce que c'est pas mon corps de métier, et j'ai jamais eu, vraiment, l'ambition d'apprendre, ce qui est dommage. Et la deuxième raison pour laquelle on était nuls, c'est que la plupart de nos sites, quand on a commencé à se développer, avaient pas forcément la capacité, d'accueillir, du snacking. J'explique. Donc, par exemple, notre premier site, il était, à peu près à 3/4 d'heure de Melbourne, à l'est de Melbourne. C'était une toute petite forêt privée. L'accès était compliqué. On était restreint par les obligations au niveau du permis de construire et du coup, on pouvait vendre uniquement de la canette, des glaces et des chips, des choses qu'on appelle, prepackaged, donc des choses servies. On ne pouvait pas faire à manger sur place. D'accord? On est arrivé en Australie. Donc en Australie, peut-être qu'au niveau digital, informatique, il y avait un peu d'avance là-dessus parce que voilà, de fait de leur géographie et de leur savoir-faire aussi. Hem, mais en termes de loisirs, ils ont 20 ans de retard, hein. Donc quand l'acrobranche est arrivée, nous c'était 2007, ça a commencé en 95, donc c'était 12 ans après, quoi. Sauf qu'en 2007, en France, il y avait déjà, je sais pas, 350 parcs, donc donc ce que je veux essayer d'expliquer, ce qui est pas forcément évident, c'est que nous, on était partis sur ce qu'on appelle des stand-alone sites, hein, des petits sites où on proposait que de l'acrobranche. Du coup, c'est ce qui se faisait un peu en France au départ. Et en France, là, depuis, une dizaine d'années maintenant, on part sur des sites avec des multi-activités. Et Qu'est-ce que là, tu en penses de ça? beh, je pense qu'effectivement, c'est malin. Je pense qu'il vaut mieux partir aujourd'hui en France, si on a l'endroit, hein, c'est toujours compliqué de trouver l'endroit, de partir sur un multisite. Maintenant, il y a des petits sites d'acrobranche locaux qui ont un endroit magnifique, qui peuvent rester en stand-alone, hein. Moi, par exemple, à côté, là, OK. à Talloires, à côté du lac d'Annecy, il y a un magnifique parc. Il y a la vue sur le lac, et cetera. Ils proposent, je crois, du parcours filet maintenant, mais bon, c'est pas un énorme site. L'énorme site, il permet de faire de la synergie sur les clients, il permet de rentrer plus de monde, donc d'avaler les saisons plus facilement, d'avoir plus de capacité. Hem, Tu penses à donc quoi comme activité annexe pour un parc multisite? Là, tu as dit parcours filet, heu, tu penses à du paintball, du bubble foot? oui, c'est ça, du mini-golf, de qu'on appelle les duplets, hein, des jeux en bois, des petits endroits pour jouer avec le bois, du playground aussi pour passer la journée, hein, typiquement, voilà, moi je fais pas de pub, mais voilà, le bois des lutins, c'est super. C'est un très beau produit, ils arrivent à garder les gens toute la journée et ils facturent ça, je crois, 12 ou 13 €, donc c'est hyper compétitif par rapport aux autres, hem, parcs d'attractions.
Mmh. et ils le font très bien. Est-ce que tu penses qu'il y a certains parcs qui ne cherchent pas à garder longtemps le client sur place? Oui, tout à fait. Bah, nous, typiquement, à Belgrade, on ne voulait pas garder le client parce qu'on avait des problèmes opérationnels sur le Où parking. tu À dit où? Belgrade, donc un de nos Ah sites en OK. Un Australie. un un de vos sites, là Le c'était prem le 1er, on avait des contraintes opérationnelles en termes de places de parking. On avait 30 places de parking, d'accord? Donc si les gens restaient toute la journée, en gros, on avait 2,3 personnes par voiture, je crois. On avait fait les comptes, et si on voulait faire 250 personnes jour, on pouvait pas, garder les gens. Donc nous, on avait pas du fait du site, on avait des contraintes opérationnelles, et du coup, nous, il fallait pas que les gens restent plus de 2 heures, 2 heures et demie. mais sinon ce que tu faisais, c'était plutôt des lieux de vie où tu viens, tu restes, tu manges. Est-ce Voilà, que tu pique-niques exactement. aussi? Tu pouvais Oui, venir avec ton j'ai quand aussi vu certains parcs qui, refusent le pique-nique. Toi, tu as plutôt quoi comme approche sur ça? moi, écoute, je suis plutôt à être flexible, encore une fois, ça dépend de tes contraintes opérationnelles. Moi, si j'ai un joli site avec des beaux endroits, si les gens veulent venir avec leur propre pique-nique pour pas avoir à dépenser trop d'argent, parce que des fois ça coûte cher pour une famille, j'ai aucun souci là-dessus. Après, si tu as un énorme site et que, de toute façon, c'est difficile à contrôler, hein. Moi, je vois pas le Bois des Lutins ou Disneyland ou le parc Astérix empêcher les gens de ramener leur sandwich. Donc je pense que c'est une erreur stratégique. Je pense que souvent quand les gamins, ils voient les frites, ils voient les nuggets, ils voient la glace, de toute façon, tu vas leur vendre, même s'ils ont ramené leur Exactement, sandwich avec eux. bien sûr. Donc moi, je serais plutôt, après, voilà, sans connaître les cas particuliers des gens qui décident de faire comme ça, mais je serais plutôt du genre à laisser et à être assez flexible. Nous, typiquement, les gens qui venaient sur les parcs Acrobranche et qui grimpaient pas, c'était gratuit, hein. Ils venaient, ils se baladaient, et c'était hors de question de leur faire payer un droit d'entrée. Mais je sais qu'il y a des parcs en Australie notamment, un concurrent qui s'est installé un peu plus tard avait décidé de facturer tout le monde. Mais voilà, il n'y a pas forcément de bonne ou de mauvaise situation. En gros, c'est Astérix Obélix. Euh, mais ce que je veux dire, il n'y a pas forcément de bon ou de mauvais choix. C'est-à-dire, c'est vraiment, faut s'adapter à ton site et à tes contraintes opérationnelles OK. et tes contraintes de permis. Donc, c'est vrai que dans l'idéal, en gros, si je devais refaire aujourd'hui quelque chose en Australie, je partirais plutôt sur un gros site où je peux faire de la capacité avec des multi-activités. Mais si je trouve un site en bord de mer avec des arbres qui font 30 mètres de haut, sur des séquoias et de la falaise, Et s'il et un fait bon endroit, vivre, Nico, s'il fait bon vivre et où tu peux y vivre, c'est ça? C'est ça voilà, et la si strat en plus première de c'est Nico, c'est où sympa, où je peux y vivre? exactement. Donc, bien sûr, je le ferai. OK. Mais là, aujourd'hui, je sais qu'en France, la tendance est plutôt à ce que les petits stand-alone dans des endroits un peu perdus vont péricliter et les sites multi-activités vont prendre de l'ampleur. Je pense qu'on est sur cette trend-là et en Australie, comme on a 10-15 ans de retard, nous, on a certains stand-alone aujourd'hui en Australie qu'on a ouvert il y a une quinzaine d'années, dont on va pas renouveler le bail parce qu'on sait que, bah, ils périclitent doucement. Là, il nous reste environ 10 minutes ensemble. On n'a pas du tout respecté, le brief initial de 30 minutes de discussion, mais en même temps, c'était passionnant. En point qu'on peut voir ensemble, par où chemin par lesquels on peut passer, ce serait intéressant de voir comment est-ce que tu as racheté un concurrent? Parce que justement, tu as dit, il y a, différentes manières d'opérer, tu fais payer les adultes, pas payer les adultes, pique-nique et cetera. Bon, bah, quand tu rachètes un concurrent, tu rachètes un autre ADN. Ensuite, bah, de voir dans l'autre sens, quand tu vends et à qui tu vends. Est-ce que c'est prévu? Comment est-ce que tu valorises ton entreprise? Comment est-ce que tu te fais accompagner? Et au milieu, bah, voir également, bah, les chiffres, visiteurs, chiffre d'affaires, et cetera. Tu nous as dit que tu faisais, au niveau du groupe environ 16 millions de dollars australiens, et des marges qui sont juste, incroyables. Donc, bah, que de savoir comment les travailler. Donc en gros, comment ça se passe quand on fait une acquisition et comment ça se passe quand on fait une cession? Alors, les acquisitions, elles doivent être d'abord stratégiques, il faut qu'elles aient du sens. Donc nous, cette acquisition, elle avait du sens parce qu'elle nous faisait passer à l'époque de 8 parcs à 13 parcs. On en a racheté 5 d'un coup. Plus, sur le rachat, on avait 2 sites en développement, dont un a vu le jour et l'autre, non. Heu, bref, donc c'était stratégique dans le sens où même si c'était très gros à absorber,
en termes de chiffre d'affaires, on passait un cap, hein. Souvent dans les entreprises, si à terme ton objectif c'était de vendre, ce qui était, notre cas, ou en tout cas de le laisser en gestion et que ça génère assez d'argent pour vivre et puis te verser, des dividendes, hem il faut passer un certain cap. Il faut passer, une masse critique, et cette acquisition permettait de faire la bascule, d'aller par exemple, typiquement en Australie, on disait qu'un chiffre d'affaires au-delà de 10 millions de dollars, tu commences à intéresser des boîtes qui ont un plus gros gabarit, et les boîtes qui ont des plus gros gabarits, qui sont cotées ou qui sont des grosses sociétés, souvent elles rachètent avec un EBITDA un peu plus élevé, hein, donc tu peux faire plus de levier sur la vente de ta boîte. Hem, Il ra si je comprends bien, pour bien, redire pour ceux qui nous écoutent, il rachète sur un multiple d'EBITDA plus élevé. C'est-à-dire que, dans ta stratégie, tu as monté un parc, tu t'es dit: «OK, aujourd'hui ce réseau», tu avais combien de centres à ce moment-là? à ce moment-là, j'en avais 8. 8 centres, OK, On tu en t'es avait 8, ouais, on bah, en vous en avait 8. aviez 8. À ce moment-là, tu t'es dit: «OK, niveau EBITDA, niveau CA et niveau EBITDA, bah, on n'est pas encore rentré dans les radars des géants, donc rachetons le concurrent pour un multiple d'EBITDA». D'ailleurs, bah, comment tu as racheté ton concurrent? Est-ce que tu as fait 3 fois alors l'EBITDA, pour ceux qui nous écoutent, c'est le résultat d'exploitation avant les dotations et amortissements. C'est-à-dire le résultat d'exploitation avant l'impact de votre investissement lissé sur 10 ans. C'est ça. Earnings before income tax, depreciation and amortization. Totally, totally. Donc, donc sur le multiple d'EBITDA, je crois qu'il y a un peu de confidentialité sur la vente de la boîte, donc je pourrais pas trop en parler. Mais il était un peu moins élevé à la revente. Parce que comme on avait Ah, pris un OK. Là, tu parles bien de l'acquisition, hein, sur voilà, sur l'acquisition. l'acquisition, on avait fait un multiple d'EBITDA, je ne peux pas trop en parler parce que, OK, aucun problème. ça reste confidentiel, mais c'était un multiple d'EBITDA qui était, inférieur au multiple d'EBITDA quand on a vendu la société. Parce qu'en termes de volume, on était plus gros. Et le multiple d'EBITDA sur la cession, est-ce que celui-là est confidentiel, pas confidentiel? Non, il n'est pas confidentiel, il est public, mais en gros, il était autour de 6 fois, je crois. Ouais, OK. ouais. Donc Plus les earn-out. plus Ce qu'on les appelle earn-out les earn-out, c'est des bonus, si on atteint certains objectifs dans certains milieux, ouais. dans le temps. Dans le temps, exactement. OK, donc vous, la cession que vous avez fait, alors que vous étiez à ce moment-là un mastodonte, vous faisiez en chiffre d'affaires, c'était 16 millions de dollars australiens? Dollars australiens, ouais, ouais, un peu moins de 10, Et francs. et Ouais. une marge d'EBITDA, je ne sais pas Alors si ça dépendait des sites évidemment, hein, parce qu'en fait, ça c'est vraiment bon, après tout le monde, est au courant je pense, mais il y a vraiment un point de bascule, hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as des coûts fixes, il faut rembourser les coûts fixes, et dès que tu es au-dessus de tes coûts fixes, tout est quasiment en marge, hein. Donc en moyenne, les parcs qui marchaient le moins bien, on était entre 15 et 20 de marge, mais il y avait certains parcs qui cartonnaient, on était plein tout le temps, on était pas loin des 50 de marge. Donc ça dépend vraiment de ta masse critique, mais en moyenne, sur l'ensemble du groupe, on était autour des 35. Ouais. de marge d'EBITDA, hein. Ouais, EBITDA margin, ouais, c'est ça. OK, on est d'accord. Euh, donc voilà. Et en gros, moi, je me suis toujours dit dans le loisir, parce que comme ça bouge beaucoup, ça évolue très vite, c'est très concurrentiel. Quand on crée quelque chose, il faut toujours imaginer, à moins qu'on parte sur un parc à thème à 60 ou 100 millions d'euros, là, on est dans une autre dimension. Mais ce que je veux dire, c'est que sur des investissements comme les nôtres qui tournent autour de 1, 2 millions d'euros, euh, faut aller chercher un retour sur investissement entre 3 et 5 ans. Donc il faut aller sur des marges qui sont, bah, entre 20 et 35, ouais. OK. Donc faut vraiment c'est vraiment ces marges-là qu'il faut viser, parce que sinon après, on est pris à la gorge. Hem, il y a un parc qui s'ouvre à côté, ou il y a quelque chose de mieux qui s'ouvre 10 minutes plus loin. Voilà, faut pas, il faut dans le loisir en général, et peut-être c'est pas forcément toujours, bénéfique dans le sens où des fois, bah, du coup, on va réduire les capex, on va pas faire du produit, très sexy. Mais je pense que c'est important pour réduire ton risque, sur ton business plan, que tu aies un retour sur investissement entre 3 et 5 ans. Après voilà, ça reste un business plan. On sait très bien qu'il y a des Non, business plans qui la fin du premier mois, tu les jettes à la poubelle. ce qui est ultra intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'en étant un acteur incontestable en Australie, enfin un acteur incontestable de taille en Australie. Donc du coup, par l'effet groupe, votre valorisation augmente. Donc vous avez des multiples d'EBITDA qui sont
parmi les plus élevés, donc 6 fois. Bah, paradoxalement, on voit aujourd'hui des vendeurs de parcs seuls pour une fois, 2 fois le chiffre d'affaires, ce qui représente des 10 fois l'EBITDA. Mmh. Qu'est-ce que tu en Moi penses? moi, si je devais racheter un business aujourd'hui, je regarde, le résultat net, hein, je ne regarde pas le chiffre d'affaires, quoi. Le chiffre d'affaires, ça veut tout et rien dire. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce que tu enlèves? Les coûts de fonctionnement et cetera et souvent les bilans, c'est toujours un peu, compliqué, qu'en France, il y a une culture du cash aussi. Ouais, Là, c'est par ça, exemple, je suis un parc, je fais 200 000 € de CA annuel. c'est ça. À la fin, en résultat net, il me reste 20 000. OK? Bah, quand tu vas vendre ton Et business, s le mec, il va te dire, bah, si tu as 20 000 de résultat net avant impôt, avant amortissement, non, je peux te dire. du coup, après impôt. Là, en Ah résultat oui, net, après il me impôt, après à la toute amortissement? fin, Bah, moi, si je devais le racheter, si j'ai 20 000 € de résultat, je le rachèterais, oui, 3 fois maximum, quoi. 60 000 €. Voilà, OK. Sauf que là, tu vas avoir des propriétaires qui vont te dire: «Oui, mais moi, j'y ai passé du temps et puis il y a l'infrastructure». bien sûr. Bah, après, le deal, il se fait ou se fait pas. Moi, en tant qu'acheteur, on avait une limite dans notre tête. On ne veut pas racheter au-delà de ça. Et je pense que le vendeur, lui, il avait aussi. Moi, je ne vendrais pas en delà de ça. C'est toute l'art de la négociation, hein. Souvent, là, pour le coup, c'était quand on a racheté notre concurrent. On s'était un peu rencontrés au moment où eux étaient fatigués et puis nous, on avait envie de croître. Si tu veux, quand je faisais des rachats de sociétés, à mon niveau, hein, c'est pas non plus des montants énormes, mais si je rachetais, il fallait que je rembourse mon investissement entre 3 et 5 ans. Ça a toujours été mon leitmotiv. Euh, et Et si c'était trop élevé, je ne le prenais pas. Après, tu fais des arbitrages. Là, on avait une croissance du coup externe, hein, on rachetait quelqu'un, on passait un cap, donc peut-être qu'on l'a racheté un peu plus cher que ce qu'on aurait dû, mais bon, quelque part stratégiquement, ça nous a aussi fait passer un cap. au cas où, pour ceux qui nous écoutent, ce que tu dis, c'est que toi, comment tu valorisais, c'est que tu devais rentrer dans tes clous, donc être à l'équilibre par rapport à ce que tu as investi en 3 à 4 ans. Donc, du coup, le calcul que tu faisais, c'est que tu prenais le résultat net, grosso modo, l'EBITDA, mais l'EBITDA n'est pas défalqué de l'impact des intérêts, du remboursement de la dette, des CapEx, donc des investissements pour remettre à neuf le parc, parce Ouais. qu'un parc qui a 15 ans d'infra, ça ne se valorise pas autant qu'un parc qui a 2 ans d'infra, mais en même temps, celui qui a 2 ans d'infra, sa valorisation est impactée par la dette qu'il y a actuellement dans le parc, puisque il est neuf, donc il a sûrement un niveau de dette plus élevé. Et donc toi, tu dis c'est 3 à 4 ans. Donc du coup, tu fais, grosso modo à la grosse, le résultat net fois 3 ou fois 4. Mais ce que tu viens de dire, qui est intéressant, tu dis, à des moments, j'étais prêt à racheter un parc un tout petit peu plus cher. Mais parce que toi, tu te disais, je vais le racheter 5 fois, 5 fois, admettons, en te disant, oui, mais il n'est pas digitalisé. L'expérience client est nulle. Il n'y a pas la partie snack. Il y a 300 personnes livrées à elles-mêmes. En vrai, il y a juste besoin de 10 personnes pour le gérer. Donc, de cutter, donc de travailler à la fois ce qu'on appelle la top line, c'est-à-dire le chiffre d'affaires, comment tu développes le chiffre d'affaires et comment est-ce que tu travailles les coûts pour les limiter et donc améliorer ta marge. Et donc là, tu disais, je suis prêt, si j'ai bien compris, à racheter 4 fois, donc à me dire sur le papier, avec ce que tu fais, toi, je me rembourserai dans 4 ans, mais en réalité, tu savais que ce que tu allais mettre en place te permettrait de te rembourser en 2 ans. Est-ce que j'ai bien compris? Oui, oui, c'est ça, tout à fait, exactement. On peut faire après de la synergie et puis on se dit que c'est un parc qui a du potentiel et qu'on peut amener de la valeur ajoutée à notre façon d'opérer. Donc oui, oui, effectivement, des fois, on se dit, bon, bah, ce parc-là, pour se mettre d'accord avec l'acheteur, si on sent qu'il va pas lâcher, qu'il a pas intérêt à le lâcher. La négociation, c'est toujours un peu compliqué, d'où vient l'acheteur, d'où vient le vendeur, pourquoi il veut vendre, pourquoi je veux acheter. Bon voilà, donc moi j'achète parce que c'est stratégique pour moi, parce que ça va me faire passer un palier, que je sais que je vais pouvoir le rentabiliser sans prendre trop de risques.
parce qu'après, il faut trouver les financements, et cetera. Et puis effectivement, si c'est un parc qui est pas digitalisé, bah, tout de suite, tu sais que tu vas multiplier, enfin, tu vas augmenter ton chiffre d'affaires entre 15 et 20 que tu vas pouvoir réduire ton staff parce qu'au lieu de gérer avec un parc avec 10 staff, tu vas pouvoir en mettre 7. Enfin bon, voilà, effectivement, tu as ce qu'on appelle des Mais synergies qui sont à prendre en compte effectivement quand tu rachètes. mais Donc, là, tu as dit quelque chose qui était ultra intéressant. Alors pas là, juste avant, mais c'était aussi intéressant. Heu, tu as dit, quand tu as fait ton acquisition, donc quand tu as racheté un concurrent, il était fatigué. Est-ce qu'aujourd'hui, les professionnels dans les loisirs devraient, entre guillemets, sans donner de leçons, mais faire attention? C'est-à-dire que, c'est l'expression, c'est, «un vaut mieux que deux tu l'auras». la Et fatigue, là, dans mon cas particulier, c'était une fatigue plutôt opérationnelle, hein. C'était, la personne à qui j'ai racheté était, extrêmement brillant en termes de design, de construction, il voulait innover beaucoup. Il a sorti des produits, qui étaient vraiment intéressants, un passionné? mais voilà, un passionné, mais qui avait beaucoup de mal à gérer, son staff, qui était pas très patient, que voilà, donc il était plutôt fatigué de ça. Donc il travaillait avec sa femme qui, elle, gérait une partie de ça, très bien aussi, mais elle avait aussi des petits soucis de santé. Donc souvent, voilà, il y a des contextes. euh, bon, ils n'étaient pas prêts à vendre à n'importe quel prix non plus, hein, mais voilà. Là, en l'occurrence, c'était ça. Mais effectivement, on peut très bien se fatiguer, comme tu disais, à vouloir tout gérer, à tout ce qu'on appelle micromanager, hein. On veut tout faire. On veut aller chercher le coca parce qu'on va économiser 20 euros sur la livraison. On veut aller, on veut répondre au téléphone parce que notre staff, on n'a pas pris le temps de le former, il n'est pas assez bon, machin. Euh, on fait tout sur papier, etc. Donc oui, non, Ouais. Au moment où on doit vendre, où on veut vendre, bah, il faut être maître du timing et donc maintenant, dernière question, je vois qu'on est vraiment en train de dépasser. Dernière question et dernier point, bah, est-ce que tu as été maître du timing au moment de la vente et comment ça s'est fait? Est-ce que tu l'avais prémédité? Est-ce que tu étais fatigué quand tu as vendu ou pas du tout? alors, effectivement, tu as tout à fait raison. Quand on vend ou qu'on achète, c'est toujours deux principes importants, le timing et le prix, hein. Quand si c'est le bon timing et le bon prix, généralement, bah, les deals se font, hein, c'est toujours, c'est évident. Donc nous, en fait, on a été contactés par cette société qui voulait nous racheter. Eux, la raison pour laquelle ils voulaient racheter une société comme la nôtre, d'abord, c'est parce qu'effectivement, on était leader, on avait une grosse part de marché et on venait de racheter notre concurrent. Et eux, en fait, à la base, cette société qui s'appelle Experience Co a fait fortune dans les sauts en parachute. Ils vendaient des tandems. Ok. Et le tandem de saut en parachute, en gros, 50% du chiffre d'affaires, ça vient des clients étrangers qui viennent en visite en Australie, qui veulent faire un one-off, quelque chose d'extraordinaire pour se rappeler de leur voyage toute leur vie. Et du coup, c'était beaucoup de gens d'Asie du Sud-Est, hein, et de Nouvelle-Zélande, etc. Et ce qui s'est passé avec le Covid, 50% de leur chiffre d'affaires est parti et il n'est pas revenu. Parce que la Chine, par exemple, a réouvert beaucoup plus tard ses frontières. Donc, ils avaient besoin, comme c'était une société qui était cotée en bourse, ils avaient besoin, vis-à-vis de leurs actionnaires, de mettre en place une stratégie de remédiation, hein, et d'expliquer que bah, ils allaient faire des acquisitions pour essayer de compenser une partie de la perte de chiffre d'affaires sur les activités euh, euh, de skydiving, de saut en parachute. Donc ça, c'était leur intérêt à eux. Parce que nous, 98% de nos clients sont des Australiens qui vivent à peu près à 1 heure de voiture maximum des sites. Donc c'était ça, hein, un peu leur but. En termes de chiffre d'affaires et de résultats, ça ne compensait pas du tout leurs pertes, mais ils avaient d'autres stratégies, ils ont racheté d'autres sociétés aussi. Mais bon, ça faisait partie, voilà, c'était eux. Donc ils étaient en demande. Nous, on se structurait, on venait de passer le Covid difficilement, hein, on a fait une levée de fonds aussi à ce moment-là, on n'en a pas parlé, mais on a fait venir des investisseurs pour dormir un peu plus sereinement parce que on a racheté nos concurrents et 3 semaines après, même pas 2 semaines après, je crois, on a dû tout fermer. Donc ça a été très stressant. Mais quand ça a réouvert, bah, l'activité a explosé, on en parlait en début d'interview. Et du coup, quand ils sont venus, ils étaient demandeurs. On leur a dit, écoutez, nous, on veut bien faire une vente, mais c'est sur la base des chiffres de cette année. On ne peut pas prendre les 3 ou 4 dernières années. Parce que souvent, quand on rachète, on fait une moyenne sur les 3, 4 dernières années. On fait la moyenne de l'EBITDA et on prend un multiplicateur.
hein. Là, on a dit: «Bah non, on ne peut pas faire sur les moyennes des dernières années parce qu'elles ne sont pas justes» et et on s'est tous mis d'accord et l'acquisition a été finalisée, je crois, en novembre 2021. OK. Donc voilà. Et puis comme tu disais, un tien vaut mieux que deux tout l'aura. Quand on gère, 15 parcs, 500 000 visiteurs par an, même si on est digitalisé, bon, il y a toujours du stress. Et moi, après 17 ans en Australie, voilà, j'étais prêt à passer à autre chose et à revenir en France parce que, voilà, comme j'expliquais en début d'interview, c'était important pour moi d'être là, heu, pour mes parents et pour ma famille. OK. Donc en résumé, tu pars de Taverny, un baluchon, tu te dis: «Un associé, une femme», tu te dis: «OK, je vais lancer les accrobranches en Australie». Tu en montes un 1er, 2e, 3e, tu en montes jusqu'à 15 avec une approche expérience client, digitalisation, automatisation, gain de temps, efficience, satisfaction client. Tu l'amènes jusqu'à 500 000 visiteurs, le groupe, 400 salariés, après, on sait, derrière temps partiel, et cetera, et 16 millions de dollars australiens, ce qui fait environ 10 millions d'euros, une marge d'EBITDA qui, du coup, selon certains parcs, va de la vingtaine de pourcents à certains 50, et tu le revends. Aujourd'hui, tu es toujours actionnaire du Clip and Climb. Ouais, ça c'est, ouais, le petit bébé qu'on garde pour s'amuser un petit peu. Qu'est-ce que, comme mot de la fin, qu'est-ce que tu retiens de l'aventure que tu as vécue? Beh, en fait, j'aimerais parler d'un truc qu'on n'a pas parlé, beaucoup, mais c'est une aventure humaine et c'est avec une équipe. On peut pas monter des boîtes si on n'est pas entouré de gens, avec qui des collègues avec qui on se sent bien et qu'on rémunère correctement, qu'on valorise. Je dis pas que tout est toujours rose, mais nous, on est parti avec Marc, on n'était que 2 associés. À la fin, on s'est retrouvés, il y avait, 2 couples avec nous, plus, un family office. Voilà, c'est devenu des amis. Donc c'est, la réussite, si d'abord la réussite, effectivement, bon, il y a du travail, faut pas le nier. Au début, c'est 7 jours sur 7, c'est les week-ends, c'est les jours fériés, c'est beaucoup de stress quand on ne sait pas si on va pouvoir ouvrir le premier. Mais c'est aussi de la chance, hein. Moi, je dis souvent, je résume souvent, j'étais au bon endroit, au bon moment avec les bonnes personnes. Et ça arrive pas tout le temps. Donc il y a une part de chance, hein. Quand on est un entrepreneur, je dis souvent, on assume les échecs tout seul, mais les réussites, elles se font toujours en équipe, hein. Donc c'est un peu le c'est un peu le la croix de l'entrepreneur, c'est-à-dire que si tu échoues, tu seras le seul responsable, mais si tu réussis, tu ne seras jamais le seul responsable. Ce sera toujours grâce à ton équipe aussi. Donc toi, tu amènes la vision, une énergie et et un cap, mais si tu as pas les gens qui sont à côté de toi pour bosser et que tu commences effectivement, comme tu disais, à te diluer partout parce que tu arrives pas à faire confiance aux gens, ça va être très, très dur. Donc, tu on a le droit de faire confiance, aux gens. On vérifie ce qu'ils font, hein, évidemment, parce qu'il faut que ça colle avec ta vision. Mais c'est, quand on veut scaler, hein, quand on veut faire des grosses sociétés ou qu'on veut arriver, il faut des équipes, il faut bien traiter, les gens avec qui tu travailles. Ça, c'est Bah, très important. tu viens de dire un mot, qui est ultra intéressant, qui est très peu utilisé dans le secteur des loisirs, c'est scaler. Est-ce que tu pourrais expliquer ce que c'est que scaler? Pas scaler, ça veut dire répliquer, une réussite en gros, hein. Si tu as un parc et un modèle qui marche, bah, pourquoi tu en fais pas 2? Pourquoi tu en fais pas 3? Pourquoi tu en fais pas 5? Qu'est-ce qui te bloque? Voilà, donc Exactement. après chacun a ses blocages, chacun a ses points forts, ses points faibles. Moi par exemple, j'étais toujours très ambitieux, et je voulais en ouvrir, 30 des parcs. Mais aujourd'hui, si j'étais tout seul, je n'aurais peut-être 30 parcs, mais il y en a aucun qui marcherait et j'aurais mis la clé sur la porte. Et mon associé, à l'inverse, Marc était, très intelligent, très posé. Peut-être on n'aurait que 2 ou 3 et ça aurait marché. Donc tu vois le le D'ailleurs, point important qu'on n'a allez jamais dit dans l'échange, tous les parcs sont en propre. C'est-à-dire que ce oui, n'est pas sur un modèle de franchise que tu t'es développé. non, non, Et on a et fait là où vous avez non. créé un scaling, juste pour bien, et tu me diras si je suis dans le juste ou pas, mais les parcs en propre, pas de franchisés, pas de licenciés, et le scaling, c'est fait par une économie d'échelle avec une tête de groupe qui, permettait de
développer, de dérouler à chaque fois ce qu'on appelle un playbook. C'est-à-dire, OK, on reprend le parc ou alors on le construit et on doit faire ça, ça, ça sur le digital, ça sur l'opérationnel, ça et vous dérouliez à chaque fois la Ouais, même ouais. sauce, hein, la même recette. Ici, Exactement. c'est pas Nous, on ça. avait mis en place un plan stratégique de développement. Ça a l'air fancy comme ça, mais en gros, un plan stratégique de développement, c'est une feuille Excel avec des objectifs, des dates, des deadlines et qui fait quoi, hein, en gros. Et donc, on avait ça en tête. Et puis, effectivement, tous les bénéfices qui étaient créés, on ne s'est pas versé de dividendes avant 10 ans. Hein, donc, pendant 10 ans, l'argent était C'était une start-up du réinvesti. coup. Comment? Un modèle start-up du coup. Voilà, un modèle Très startup rentable. pendant 10 ans, l'argent est réinvesti, on ouvre un deuxième site, où on agrandit un premier ou bon, peu importe, mais voilà, nous, on s'est très peu payé et voilà, on n'a pas touché de dividendes pendant très, très longtemps parce qu'on réinvestissait, heu, quasi la globalité et puis aussi, on construit une réputation auprès des banques, hein, parce qu'au départ, Marc avait mis en fonds propres une partie de l'investissement de départ, ou la majorité d'ailleurs, enfin la quasiment la totalité, mais après on allait chercher des banques aussi. Donc, il faut rembourser les prêts. Donc, c'est la priorité. Il faut rembourser les prêts pour les banques. Mais après, tu construis une réputation. Et un coup, tu vas voir une banque, tu lui demandes 200 000 euros. La fois d'après, 500 000. Et puis après, peut-être ils peuvent venir te chercher quand on a racheté notre concurrent. Voilà, ils nous ont prêté beaucoup plus. Euh, donc, euh, donc voilà. Et puis, si c'était un mot de la fin, vraiment, si on veut grandir, il faut pouvoir recruter et traiter les gens correctement. Et c'est toujours un travail d'équipe. Euh, la réussite de l'entrepreneur est en équipe, son échec, il est tout seul. C'est pas toujours juste, mais je pense que c'est ce qu'il faut avoir en tête quand on entreprend. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Est-ce Bah que écoute, du coup, est-ce que maintenant tu es à la retraite? non, je suis pas vraiment à la retraite. J'ai un petit peu plus de temps libre, donc ça c'est très agréable. J'en profite parce que Annecy c'est vraiment une ville extraordinaire. Donc voilà, je fais du ski, j'essaie de me remettre en forme, hein. J'ai pris de l'embonpoint pendant 15 ans derrière mon bureau, donc j'essaye de me remettre en forme tout doucement et puis passer plus de temps avec ma famille, voilà, profiter donc Est-ce que tu vas toujours garder un pied dans le secteur des loisirs? Est-ce que tu veux oui. garder un pied dans le secteur des loisirs ou en partir très, très loin? Non, non, je garderai le secteur de les loisirs, alors plus trop dans l'opérationnel parce que c'est vrai que, c'est stressant et puis voilà, j'aime bien dormir la nuit, mais je garderai toujours un œil dans le secteur des loisirs. Je vais au IAPA, je vais au salon, du SLA, je garde en contact, avec, plein d'amis proches et des fournisseurs avec qui on a développé une grande relation là, après 17 ans de travail en commun. Donc, non, non, je garde un œil là-dessus et puis, je regarde les opportunités qui s'ouvrent à moi en France ou en Europe ou ailleurs. Heu, on verra bien ce qui se passera, mais, plutôt dans un rôle, passif et de conseil plutôt que dans un rôle, voilà, d'entrepreneur où je prends tous les risques. Et d'ailleurs, merci de nous accompagner sur, Play Pro, pour faire un logiciel qui permet aux entreprises de scaler. Et puis, non, je suis content de pouvoir apporter un petit peu de mon expérience pour pouvoir continuer à faire grossir PlayPro et en faire bénéficier un maximum de gens pour, améliorer, les expériences clients et la sécurité des sites. Bah, merci beaucoup. C'était, le mot de la fin. Merci à toi Ben et au revoir. Clap de fin. À bientôt.